tu as vu que Thibaut InShape a dépassé Squeezie en termes d'abonnés YouTube. Mais il l'a vraiment dépassé? Que j'avais check les datas et pas encore. Hein. Peut-être qu'il est redescendu en dessous, au-dessus, parce que ça doit être la guerre des abonnements. Ah, il est encore deuxième, hein, Thibaut InShape. Hein. Il est pas encore premier, les gars. Hein. Je pense que plein de gens se désabonnent et se réabonnent parce que forcément c'est le palier, c'est l'événement quoi. En tout cas moi je le vois deuxième hein, sur Social Blade. Il est à 18,8 chez moi et Squeezie est à 18,9. Mais enfin bon, ça va se décanter dans les prochaines semaines. Le flippening. Très drôle. C'est le réel flippening. Non mais c'est intéressant hein. En vrai je trouve ça vachement intéressant sur la stratégie short et tout machin. C'est rigolo quoi. Après je pense que ça change pas grand chose parce qu'objectivement du point de vue des spectateurs, du point de vue des marques et tout, en vrai qui est premier, qui est deuxième, c'est juste rigolo pour le moment où ça arrive, genre en mode waouh t'es premier, t'es deuxième, mais en vrai enfin voilà, c'est un vanity number, tu vois. Mais c'est marrant. Oui, vous le voyez comme ça sur YouTube. En vrai, je pense que la data est en cache chez Social Blade et que c'est pas encore à jour. Dans mon cœur, le numéro 1 sera toujours Rémi Gaillard. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu des vidéos de Rémi Gaillard. Exact. Il peut renégocier son contrat, Thibaut, non? Son contrat avec qui? Avec YouTube, non. Non, YouTube, on a absolument rien à foutre. Il fera une rencontre abonnée en Inde, il a dit. Mais vous voulez qu'on parle un peu de stratégie YouTube 2 secondes là? Parce que c'est un de mes sujets. Il y a plein de gens qui se foutent de la gueule de Thibaut InShape parce qu'il a des abonnés avec des shorts et tout machin. Mais en vrai, c'est extrêmement intelligent. Les gens se rendent pas compte, c'est extrêmement smart. En fait, Thibaut InShape, il s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il a un plafond de verre énorme sur YouTube en France, puisque qu'est-ce que tu veux faire? Il a atteint déjà le max de ce que son format peut faire. Je pense que en fait Thibaut, pour moi, il avait deux chemins possibles. 3, allez, continuer comme d'habitude quand il avait genre je sais pas 10, 11, 12 millions d'abonnés, ce qui est déjà énorme hein, dire, franchement. Continuer exactement comme il faisait et du coup juste plafonner mais tranquille, tu vois, parce que quand tu fais des centaines de millions de vues par vidéo et que tu as des millions d'abonnés, honnêtement, tu peux juste avoir une petite croissance légère année après année et c'est bon, ta vie elle est parfaite, enfin, t'as pas besoin d'aller, voilà, tu vois. Aller dans un truc qu'il n'a pas choisi de faire, et je trouve ça intéressant d'analyser qu'il n'a pas choisi de le faire, aller dans du full divertissement à la MrBeast. En fait, je trouve qu'il y a une époque où Thibaut InShape, il aurait pu choisir de faire, genre, chacune de mes vidéos, c'est comme les Jeux Olympiques, tu vois. J'ai mis 300 personnes à faire du développé couché dans cette salle, et le dernier qui reste gagne 15 000 €. Non ironiquement, Thibaut InShape aurait pu faire ça. Vous et moi, vous savez que ça aurait pu marcher, et que ça allait avec sa DA, ça allait avec qui il est, avec machin et tout. Il aurait pu faire ça. Et je pense que sur YouTube France, ça aurait décollé si son objectif c'était de faire des vidéos longues qui marchent. Mais ça aurait pu être ça, tu vois, vraiment prom d'œil. Mais il a pas choisi de faire ça, il a choisi de garder sa ligne édito sur les vidéos longues qui ne fonctionne pas avec des gros guillemets, parce qu'en vrai, je sais pas, son nombre de vues minimum, c'est quoi? C'est 300 000 vues minimum. Honnêtement, pour une chaîne qui est aussi ancienne que la sienne, qui, tu vois, surtout beaucoup d'audience qui est morte, beaucoup d'audience qui, tu vois, le suit pas forcément sur tous ses sujets de vidéo et tout. Honnêtement, ça va, hein, c'est tout à fait ok. Ou alors se dire, vas-y, nique sa mère, je vais essayer de devenir une star internationale. Et comme Caddy Lane, c'était ça son nom là, Caddy Lane là, un mec qui était devenu une gigastar internationale parce que pareil, il faisait des gros TikTok où il parlait pas. Je garde mon audience française et je vais aller péter à l'international pour aller chercher de l'opportunité ailleurs. C'est pas une mauvaise idée, hein. Très sincèrement. Vous en pensez quoi de cette analyse là, du Thibaut InShape? Parce que honnêtement, c'est pas si idiot. C'est-à-dire que globalement, c'est quoi le worst case scénario de faire ce choix? C'est que il fait au minimum, il fait 300 000 vues par vidéo. Waouh, quel risque énorme. Enfin, c'est très bien, tu vois. Je sais pas, je vois aucun négatif stratégiquement parlant à ce qu'il fait en fait, tu vois. Mais je suis curieux d'avoir votre avis. Comme le rire jaune. Oui, le rire jaune a fait ça aussi. Mais il est sur Bilibili, non? Sur le YouTube chinois. Pas de valeur pour les marques sur du sponsoring si les abonnements short se convertissent pas en vues longues. Mais il s'en fout complètement. Il a déjà 19 millions d'abonnés et des centaines de milliers de vues par vidéo. Il est déjà sponsorable, Thibaut InShape. C'est pas comme s'il avait fait des shorts en plus parce que sa chaîne ne marchait pas. Ce que tu dis est vrai au sens large. Sur le cas spécifique de Thibaut, il s'en fout complètement. Il fait beaucoup de vues sur short, non, c'est aussi rémunérateur que les vidéos longues. Non, c'est beaucoup moins rémunérateur. Ben, c'est une stratégie pour grandir la chaîne. Le but, c'est pas être rémunérateur. Il n'y a pas de partenariat sur les shorts. C'est quoi l'intérêt de faire autant de shorts? Ça te rapporte pas d'argent. En fait, il y a du partenariat sur les shorts. Je pense qu'ils visent la longue traîne, en fait, pour moi. En fait, je vais vous dire, à mon sens, ce que
Thibaut Inchep a en tête, c'est que en gros, lui, ce qu'il veut, c'est d'être une espèce de personnalité internationale. Le genre de personne qui peut avoir 500 millions d'abonnés Instagram, tu vois, qui fait des petits sketchs compréhensibles partout, sans dialogue et tout, qui peut se retrouver dans des films hollywoodiens, tu vois ce que je veux dire? Être une personnalité au sens super large international, c'est la même chose que être modèle dans la mode. Quand t'es modèle, plein de gens te suivent de partout dans le monde et tout le monde s'en fout. Et les personnalités un peu humoristiques, machin comme ça, qui font des vidéos un peu à la con, entre guillemets, dans le sens compréhensible par tout le monde, c'est un peu la même chose que les modèles, tu vois. Moi, je pense qu'ils visent ça. Et du coup, à quoi ça sert? Bah écoute, il fait 1 million d'abonnés par mois, là, en ce moment. Donc, je pense que ça lui sert à ça. Hein. Il a fait des vidéos avec l'armée, etc. Il va peut-être faire des vidéos avec l'armée US aussi. C'est pas impossible, pas du tout impossible. Tu penses pas que ces bad buzz politiques, avérés ou non, peuvent ralentir ce statut dont tu parles? Je suis en train de réfléchir. Hein. Parce qu'en fait, il y a deux possibilités dans ma tête, en fait. En fait, je pense que les chiffres nous montrent que au global, les gens n'en ont absolument rien à carrer de ça. Genre, vraiment, tout le monde s'en branle de ça. Tu vois, genre, oh mon Dieu, il plafonne, il fait plus que 800 millions de vues par mois. Allô? Donc ça, je pense que Osef. En revanche, là où t'as raison, c'est que ça peut bloquer si il a pour ambition d'aller faire du Hollywood, des trucs comme ça, où là, ça va être un peu plus compliqué s'il a des positionnements qui sont controversés, on va dire. Donc je ne sais pas, parce qu'il y a ces deux éléments. Quel bad buzz politique, le drapeau FR chez lui, il aime juste... Non mais en fait les gars, vous avez pas compris un truc. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure là, c'est de l'analyse de stratégie marketing, parce que c'est ce que je fais. Et là, je regarde de la data à tête froide. Et j'essaye de faire des projections en mode, s'il fait ça, qu'est-ce qui peut se passer? S'il avait fait ça, qu'est-ce qui peut se passer? Ce que je suis en train de faire, les gars, je suis pas du tout en train de vous faire une analyse qualitative ou opinionated, on dirait en anglais. Donc, retirez de votre tête le truc de quoi? Non, pas du tout, parce qu'on s'en fout. Si quelque chose est vu comme étant controversial, je dis que c'est vu, enfin voilà, on s'en branle. Mon avis, votre avis n'a strictement aucune forme d'intérêt. Là, on fait de l'analyse vraiment purement de strat. Effort minimum et généralement du retour, VS effort conséquent, très peu de retour, voire effet inverse. Alors tu vas diversifier ton audience ou chercher à la fidéliser. J'ai pas très bien compris ce que je dis. Je remonte le chat. Hein. Ouais, mais après il y en a d'autres qui font la même chose aussi, bien sûr. Bah les shorts grosse strat. Hein. Les shorts grosse strat. Moi je vais m'y remettre. Là d'ailleurs j'ai quelques idées de contenu à faire. Mais les shorts c'est pas mal. Après moi j'en avais fait une grosse analyse data des shorts. Ça a vraiment très peu d'intérêt pour grandir une chaîne seul. C'est-à-dire que c'est bien si t'as une chaîne qui est déjà grosse et ça va t'aider à aller chercher une nouvelle audience. Pour trouver une audience, c'est vraiment à chier. En gros, on a remarqué que l'AVD, average view duration, qu'en gros, combien de temps les gens regardent une vidéo. Les gens qui viennent de shorts et qui regardent la vidéo longue, après, si elles sont liées, ou si tu parles de ta vidéo longue dans ton short, ils vont en moyenne regarder 40% moins longtemps. Il y a vraiment une audience pour le contenu court, une audience pour le contenu long, et c'est pas la même audience, quoi. C'est pour ça que là, je pense que moi, l'erreur que j'ai fait dans mon premier test de short, c'est que j'essayais trop d'amener les gens vers le long. Et là, ce que j'ai compris en regardant la data suite à mon test là, de quelques mois où j'ai fait des shorts et où j'ai arrêté parce que ça ramenait pas assez c'était pas intéressant, quoi. C'est qu'en fait, il faut faire du contenu short qui est fait pour short, uniquement pour short, et qui n'a pas pour ambition d'aller convertir les gens vers les vidéos longues, même si c'est contre-productif. Et là, c'est ce que je vais essayer de faire. Tu penses que c'est une diff d'audience ou de moment de consommation? Either of, quel que ce soit l'un ou l'autre. En fait, le fait est que le trafic que tu chopes à partir des shorts YouTube est de très mauvaise qualité si ton but c'est ensuite d'aller amener les gens vers du long. C'est de très mauvaise qualité. J'ai entendu que c'était les mêmes personnes qui consommaient court et long, mais pas au même moment, matin, soir, et ou pas le même sujet. Oui, c'est moi qui ai dit ça. C'était dans un de mes posts LinkedIn. Followez-moi sur LinkedIn pour plus d'analyse sur le marché, bien sûr, de la vidéo, où je disais que aujourd'hui la consommation de vidéos en ligne se fait à la marge. Tout comme dans les marchés financiers, le prix s'exécute à la marge. Et bien sur le marché de l'attention, dans la vidéo en ligne, les vues s'effectuent à la marge. C'est super intéressant. Les 5 premières minutes d'une vidéo me donnent une idée de si je reste ou pas. Oh, je pense que tu mens. Les 14 premières secondes d'une vidéo, normalement, te disent ça. Et encore 14, je suis très gentil. Je suis pas d'accord avec toi, quand je tombe sur short, ça me donne envie de voir la vidéo longue. Mais c'est très bien pour toi, mais quand tu regardes la data, regarde. Vous voulez que je vous montre vraiment? Vous voulez qu'on aille là-dessus? On peut, hein? Ouais, si vous voulez. Moi, j'ai fait je vais en prendre un au hasard. Allez, je vais pas vous sortir l'Excel que j'ai construit pour ça parce que il y a de la data propriétaire dedans, notamment dans nos méthodes d'analyse de données de YouTube. Mais je peux vous montrer this one. En fait, qu'est-ce que je regarde pour savoir si c'était performant chez moi d'essayer Shorts et pourquoi j'ai trouvé ça nul à chier. Donc on va prendre cette vidéo, les pires anecdotes d'un staff de YouTubeurs.
C'est une vidéo qui date un peu, c'était 2023. C'est une vidéo où j'ai interviewé Natas, Guillaume Natas, qui écrit pour plein de youtubeurs, qui a bossé avec Squeezie et tout machin, avec Ludovic, et il racontait des anecdotes de tournage. Bon, c'est une vieille vidéo, hein, voilà. Mais cette vidéo, en gros, on a essayé de la relancer avec notamment des shorts, tu vois. On a fait des shorts de la vidéo, qu'on l'a balancé en shorts, et on s'est dit, vas-y, il y a des moments marrants, on va essayer d'envoyer du trafic, parce que vous savez qu'il y a un truc où, en gros, tu peux, dans ta vidéo short, lier un short à une vidéo longue pour qu'il y ait un petit lien en mode, regarde la vidéo complète en bas à gauche, tu vois. Et donc, en gros, ce qu'on remarque d'assez intéressant, c'est que si je vais sur... voilà. Donc on peut voir que cette vidéo, hop là, elle a été vue 621 fois, ok, depuis ce que YouTube appelle les related shorts. Donc en gros, c'est les shorts qui sont reliés à cette vidéo longue, tu vois. 621 vues, c'est pas beaucoup de data, mais c'est une vidéo parmi tant d'autres pour vous montrer, tu vois. Donc ok, 621 vues, et qu'est-ce qu'on remarque? Si on classe tout ça par average view duration, on voit que les vues shorts sont les vues dont les gens restent le moins longtemps. En moyenne, les gens qui viennent depuis un des shorts qui a mis en avant cette vidéo, mais de la 99, restent 7 minutes et 5 secondes sur la vidéo. Or, si la vidéo est recommandée à un utilisateur où YouTube pense que la vidéo va leur plaire, il reste en moyenne 9 minutes 44 contre 7,05 sur du short. Le différentiel, il est énorme. C'est pour ça que je dis que la qualité de trafic est très mauvaise. Si quelqu'un fait de la recherche et tombe sur ma vidéo, il reste en moyenne 9 minutes 4. Si elle lui est suggérée, 9 minutes 44. Si elle est sur sa page d'accueil, 8 minutes 6. Les shorts, 7 minutes 5. Donc, en fait, le problème, c'est que ça te chope pas une bonne audience short. Et c'est un des arguments de YouTube qui est de dire, vous pouvez utiliser shorts pour trouver une nouvelle audience. Oui, mais non, en fait, YouTube, vous avez tort. Parce que nous, on a accès à votre propre outil qui nous montre que la qualité de ce trafic, la qualité de l'audience, c'est pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça veut dire que c'est des gens qui sont pas intéressés tant que ça par ce qu'on fait en long. Donc, construire une audience sur une chaîne YouTube uniquement avec Shorts, bof, Shorts c'est fait pour si tu fais un truc complètement à part en termes de contenu, qui est fait pour Shorts, qui ne parle pas forcément de tes vidéos longues, et si t'es déjà établi en fait. Mais se construire tout seul avec Shorts, bah tu chopes une audience en fait qui est... En fait, se construire une chaîne entièrement avec Shorts, c'est la meilleure façon d'avoir 500 000 abonnés et de faire 7000 vues par vidéo. Parce qu'en fait, tu te construis une audience de gens qui sont profondément pas intéressés par ce que tu fais. Je sais pas si c'est clair. Je lis le chat. Après, nous, on est le public de stream, donc on est vraiment pas ceux qui sont bored avec 4 secondes sans parole. Oui, c'est clair. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt pour les shorts, autant les sortir sur notre application. Non. En fait, faut bien comprendre un truc avec... Putain, vous voulez le vrai secret de l'analyse de data de YouTube? Je peux vous sortir une dinguerie si vous voulez. C'est un truc, on a parlé un peu au staff de YouTube et j'ai parlé avec d'autres analystes qui bossent sur des chaînes américaines notamment, avec qui je bosse sur de la data YouTube. Et YouTube est d'accord avec nous, mais ne va rien changer pour l'instant parce que littéralement, c'est ce que YouTube nous a dit. Genre, les gens ne comprendront pas si on fait ça. Ok. Et déjà, ok, je peux vous donner un truc si vous voulez. La grosse dinguerie, tu vois. Déjà, juste lever la main les gens qui sont à peu près à l'aise, qui ont déjà uploadé une vidéo sur YouTube peut-être, et qui savent un peu ce que c'est le YouTube Studio. Donc en gros, le fait que ta vidéo elle soit rankée de 1 à 10, 10 c'est la moins bonne performance des 10 dernières vidéos, 1 c'est machin, etc. Le click-through rate, donc le pourcentage de gens qui ont cliqué sur la miniature quand elle a été proposée, et le AVD, Average View Duration, le nombre de gens qui ont regardé combien de temps de vidéo. Est-ce que vous voyez à peu près de quoi on parle si je vous montre ce screenshot? Si je vous montre ce screenshot, est-ce que vous savez lire à peu près ce que ça veut dire? Juste que vous ayez un peu la base, quoi, pour que je vous explique ma réflexion. Ok, donc en gros, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, tous les youtubeurs ont ça dans leur back-end YouTube. Ça, en gros, ranking by views, c'est sur les 10 dernières vidéos. Combien de vues elle a fait depuis le moment de l'upload. Donc celle-là, elle est 8 sur 10, donc c'est la 8e moins bonne performance de mes 10 dernières vidéos. Ça, c'est combien de pourcentage de gens ont cliqué sur la miniature quand elle a été imprimée. C'est-à-dire, en gros, quand la vidéo est proposée, quel pourcentage de gens cliquent dessus. Et ça, average view duration, c'est combien de temps les gens regardent la vidéo en moyenne. Ok. Là, tout de suite, si je vous montre ce screenshot, en termes purement d'analyse de données, pour comprendre comment marche YouTube et pour comprendre la performance de cette vidéo, c'est quoi le problème? C'est quoi le truc qui vous saute aux yeux? Et je vous jure que personne n'a la réponse, ça me rend ouf. Alors que pour moi, je trouve ça tellement évident. C'est quoi le truc qui rend l'analyse de cette donnée extrêmement compliquée? Si vous voulez faire de l'analyse de données. Non. C'est pas de quoi comparer. Si, il y a des trucs pour lesquels comparer. Tu peux cliquer sur Video Analytics et comparer, ça c'est pas un souci. Les gars, je vais vous dire le gros secret. Attention, hein. L'agrégation. Ah, super! 6,2% des gens qui se sont vus proposer cette vidéo ont cliqué dessus. C'est qui les gens? C'est des abonnés à moi? C'est des gens qui n'ont jamais vu mon contenu? C'est des gens qui regardent des vidéos histoire d'habitude mais qui n'ont jamais vu mon contenu? C'est des gens qui regardent des vidéos histoire d'habitude mais qui ont déjà vu mon contenu? C'est qui? Ah super, les gens ont vu pour 16 minutes. C'est qui les gens? C'est des gens qui regardent des vidéos longues d'habitude? C'est des gens qui regardent des vidéos courtes d'habitude? C'est des gens qui regardent des shorts d'habitude? C'est des gens qui me connaissent, qui me connaissent pas, It's a fucking aggregate! C'est le gros truc qu'on disait à YouTube, c'est de l'agrégation ce que vous faites de données. Et donc, si on avait un agrégat, un split par profil, on pourrait dire
Ce genre de miniature plaît aux abonnés. Ce genre de miniature plaît aux gens qui nous connaissent pas. Ce genre de miniature plaît aux gens qui regardent des vidéos longues d'histoire. Ce genre de miniature plaît... Et on pourrait avoir ce genre de miniature plaît aux hommes de 18 à 30 ans. Ce genre de miniature plaît aux femmes de 40 à 50 ans. Et on pourrait avoir 20 miniatures par vidéo selon... Et ce que je dis, c'est pas une dinguerie, hein, c'est ce que fait Netflix. Netflix, ils ont évidemment pas leurs données en agrégé parce que c'est con de faire ça. Et ils ont 40 miniatures par émission et par film, selon qui vous êtes et selon ce que vous regardez. Et c'est le gros truc qu'on disait à YouTube, c'est qu'en gros, le problème, c'est que vous donnez des datas aux YouTubeurs qui sont pas exploitables, sauf à faire un gros travail avec Excel pour essayer de créer des groupes. Parce que c'est comme ça que marche l'algo YouTube. Ce qui est absolument terrible, c'est que l'algo de YouTube ne marche pas en agrégé. Là, en gros, ils sont obligés de traiter les chiffres pour nous les donner en agrégé. Mais l'algo de YouTube, il fonctionne comment? Il fonctionne par cohorte. Je vous avais déjà dit ça. Hein. En gros, l'algo de YouTube, c'est un saladier à cohorte. Okay, c'est-à-dire que si je fais un paint, okay, je vais avoir, par exemple, pour quelqu'un qui fait des vidéos, je sais pas moi, donnez-moi un sujet là. Pour quelqu'un qui fait des vidéos de fans d'Apple, tu vois, il va y avoir la niche d'audience des fans d'Apple. Au-dessus de ça, tu vas avoir les fans de tech. Au-dessus de ça, tu vas avoir les gens vaguement intéressés par la tech, mais plus consommateurs de gadgets, pas genre des devs, ok. Et ici, tu vas avoir les gens intéressés par la tech une fois par an pour une grosse sortie produit. Voilà. Ça, c'est l'algo YouTube. C'est un oignon. Et chaque layer de l'oignon, c'est une cohorte d'audience différente. Et peut-être que chez les fans d'Apple sur YouTube, ça va être... peut-être qu'il y a 1,5 million d'users, tu vois. Là, ici, peut-être qu'il y a 5,5 millions d'users. Là, ici, peut-être qu'il y a 17,2 millions d'users. Là, ici, peut-être qu'il y a 35,6 millions d'users. Ok? Et quand tu as une vidéo qui va être un surperformeur, c'est parce qu'elle est sortie de cette cohorte et qu'elle est arrivée là. Parce que le sujet est différent et plaît un peu plus. Si jamais tu fais une vidéo très précise sur Apple, ta vidéo au contraire va rentrer dans l'oignon. La phrase était catastrophique, pardon. Et donc le problème, c'est que toutes ces audiences-là vont réagir différemment à un titre, à une miniature et à un sujet de vidéo. Or, YouTube nous montre un agrégat. Quand YouTube nous montre ça, il nous montre pas ça. Et donc, c'est extrêmement compliqué en termes d'analyse de données de faire des inférences et de comprendre comment on peut améliorer les performances d'une vidéo à temps court au moment de la release, 6 mois après sa sortie, etc. machin, parce que c'est de l'agrégat et on n'a pas les cohortes. Et le travail de cohorte, on peut en faire des déductions quand on fait vraiment de l'analyse de données poussée, mais ça demande beaucoup de travail et c'est beaucoup de guess en fait. C'est pour ça que mon travail est compliqué. Voilà. Voilà les gars, ça c'est ma passion ça. Faire de la data analyse de YouTube, je suis là genre oui, j'adore ça. T'as pas accès à de la data non traitée pour la traiter et l'analyser toi-même sur R par exemple? Non, j'adorerais, ce serait génial. Fan d'oignon, clean et sans bavure. Fan d'oignon. J'avoue que la phrase sur l'oignon, elle était délétère. Si, on a le nombre d'impressions, let's go. Enfin bref, YouTube vit quoi. Très intéressant, j'ai 2 potes qui ont chacun leur chaîne YouTube. Auto de 50K et 110K abos. Ils ont pas cette approche du tout, il leur faudrait un service de consultance pour ceux que ça intéresse. Bah c'est en partie ce que je fais dans mon travail de consultant à côté un peu de la chaîne. Mais j'en fais pas beaucoup, je fais que 2-3 clients par an pour des missions, des trucs et surtout des entreprises. Je bosse surtout avec des boîtes, pas avec des créateurs individuels. Parce que ça m'est pas arrivé encore. Il y a très peu de créateurs individuels sur YouTube qui sont développés au point de faire ce genre d'analyse. Je pense qu'un Amixem le fait plutôt pas mal, mais il y en a pas beaucoup. Thibaut très probablement, oui. Thibaut il a l'air d'être le genre de fan de train aussi là-dessus quoi.